Le député Côte-du-Sud Norbert Morin est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Le volet environnement est un volet très important dans les plans de développement des 17 municipalités du Kamouraska. Dans ce secteur, on retrouve notamment la protection de la qualité de l'eau, important pour les 17 municipalités. Pour nous en parler plus en détail, je reçois aujourd'hui la coordonnatrice en gestion intégrée de l'eau à la MRC de Kamouraska, Mme Valérie Labrec. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Mme Labrec, dites-nous pourquoi la MRC offre ce service-là de gestion intégrée de l'eau. En fait, c'est une responsabilité qui vient du gouvernement provincial. Donc, le gouvernement a dit au MRC du Québec, vous êtes responsable de l'eau, que l'eau s'écoule bien dans les cours d'eau, qu'il n'y ait pas d'obstruction à l'écoulement de l'eau. Ça, c'est vraiment la responsabilité de base. Mais à la MRC de Kamouraska, ils ont décidé d'en faire un petit peu plus, d'aller plus loin que le strict minimum exigé par le provincial. Ils ont mis en place un service de gestion intégré de l'eau. Donc, en plus de s'occuper du libre écoulement de l'eau, on s'occupe aussi de la qualité de l'eau. C'est comme un petit bonus que le Conseil des maires de la MRC a décidé de faire. Bien justement, qu'est-ce qui se fait au niveau de la MRC pour conserver cette qualité de l'eau-là? Qu'est-ce qui se fait dans nos cours d'eau, en fait? Bien, d'abord, il y a tout un volet réglementaire qui s'applique. Il y a un règlement à la MRC, puis il y a aussi des règlements municipaux qui s'appliquent pour protéger les cours d'eau. Donc, à la MRC, on supporte les inspecteurs des municipalités quand ils ont des questionnements relatifs à la protection de l'eau. Puis ensuite, il y a tout l'aspect de collaborer avec des organismes régionaux pour améliorer la qualité de l'eau, faire des projets de protection de l'eau en collaboration avec soit des organismes ou des associations de propriétaires, des choses comme ça. Donc, comment on travaille en collaboration avec les municipalités nécessairement du Kamouraska? Parce que c'est pas, de ce que j'ai compris, ce n'est pas toute la MRC qui s'occupe de tous les plans d'eau. Non, c'est surtout les municipalités. Puis à la MRC, on offre le support aux inspecteurs. Si c'est pas nécessairement tous les inspecteurs, disons, qui connaissent bien les plantes aquatiques ou des questions vraiment plus sur la délimitation d'un milieu humide, ça peut être un petit peu plus compliqué à déterminer. Donc, si un inspecteur municipal a une interrogation à savoir si ça, est-ce que c'est un milieu humide qui doit être protégé ou non? Est-ce que c'est encore considéré où commence et où finit le cours d'eau? Des fois, c'est pas si évident. Donc, à ce moment-là, moi, je vais sur le terrain avec eux pour voir, bon, ça, c'est vraiment un milieu humide parce qu'il y a telle plante, c'est important de le protéger. Ici, la limite du cours d'eau, elle s'arrête là. À partir de là, bien là, la personne peut faire sa construction, disons, des choses comme ça. Qu'est-ce qui détermine qu'un cours d'eau doit être protégé, justement? Bien, tous les cours d'eau sont protégés. Donc, c'est vraiment... même un petit cours d'eau ou la rivière du Loup ou la rivière Ouelle, c'est pratiquement la même réglementation qui s'applique. C'est important de protéger tous les cours d'eau parce que même si les petits se déversent dans les gros. Oui. Et est-ce que le niveau de protection va être le même en bordure, mettons, du littoral ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même type de protection qui s'applique? Il y a divers types. Par exemple, vu que la rivière Ouelle, c'est une rivière à saumon, il y a des réglementations plus strictes, là. Par exemple, pour la foresterie, il faut qu'ils conservent une bande naturelle vraiment plus large que, disons, un petit ruisseau. Donc, dépendamment des fois de la rivière, puis surtout des espèces qu'on y retrouve, il y a des réglementations différentes. D'accord. Donc là, vous parlez au niveau d'une municipalité. Maintenant, si on rapporte ça aux citoyens, quelles sont les étapes à suivre lorsque
on veut faire quelque chose à proximité d'un cours d'eau parce que c'est pas... on y pense pas nécessairement tout de suite. « Oh, je vais travailler près d'une rivière, il faut que j'appelle la MRC, il faut que je fasse attention. » Donc, quelle est l'étape A? Bien, c'est ça. L'étape A, c'est de penser d'appeler soit la MRC ou même ou la municipalité, un des deux. Parce que c'est important de savoir qu'on ne mettra pas des mois à répondre. D'habitude, quand quelqu'un nous appelle, on répond le jour même ou le lendemain, puis on va sur le terrain. Puis là, on lui dit « Oui, effectivement, c'est un cours d'eau, on va le conseiller. » On ne veut pas bloquer les gens dans leur projet, on veut les accompagner pour que leur projet ait le moins possible d'impact sur l'environnement puis qu'ils se réalisent conformément aussi au règlement. Fait que c'est important d'appeler soit l'inspecteur municipal, soit la MRC, puis de savoir qu'on va y aller rapidement, puis on va aider les gens à réaliser leur projet. Parce qu'il y a tellement de règlements, de normes provinciales, fédérales. Moi, ça fait 5 ans que je travaille là-dedans, puis il faut encore que je consulte mes documents régulièrement parce que c'est compliqué. Donc, c'est normal que les gens, ils ne savent pas nécessairement tous les règlements. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous appeler. Aussitôt qu'ils ont un doute, même des fois, un cours d'eau, ça peut être sec en été. Puis c'est un cours d'eau pareil, protégé. Donc, il faut vraiment, aussitôt qu'ils ont un petit doute, aussitôt qu'ils voient de l'eau s'écouler, ils nous appellent, puis on va les accompagner. Donc, c'est un bon indice. C'est ça. Donc, quand on parle d'obstruction, qu'est-ce qu'on entend par ça? Bien, ça, c'est des choses qui peuvent bloquer l'écoulement de l'eau puis qui font en sorte que ça peut causer des dommages à des maisons ou même à la vie des gens. Là, ça peut être un barrage de castor qui va inonder des terres ou soit s'il menace de céder qui pourrait inonder en bas. Ça peut être s'il arrive un glissement de terrain puis ça bloque l'eau, puis là, la rivière est déviée. Ça peut être des fois des ponceaux. Les gens se font un ponceau qui est trop petit ou qui bouche. Puis là, ça cause des inondations. Donc ça, c'est vraiment comme la première responsabilité, s'assurer qu'il n'y ait rien qui menace la sécurité des personnes ou des habitations, des biens dans les cours d'eau. Donc, on est beaucoup au niveau du conseil, de la prévention, mais une fois qu'arrive, par exemple, un déversement ou, par exemple, une crue des eaux, quel est le rôle de la MRC? Est-ce que ça va dépendre de l'endroit où ça arrive ou... Ça dépend un peu de l'endroit, mais à la MRC, comme on est dans le service de gestion intégrée de l'eau, on est seulement 2. On a pris des ententes avec chacune des municipalités qui, eux, ont désigné quelqu'un. Souvent, ça va être le responsable des travaux publics pour surveiller les cours d'eau au printemps, par exemple, parce qu'on ne peut pas, à 2, faire l'ensemble des 17 municipalités, l'ensemble de tous les cours d'eau. Donc, dans chaque municipalité, il y a quelqu'un qui surveille ça. Là. Puis après ça, nous autres, on peut le conseiller ou les accompagner encore une fois là-dedans. Et il y a des secteurs où il y a particulièrement plus de cours d'eau ou des cours d'eau plus à risque de certaines obstructions, disons. Ça m'amène à parler des aboiteaux. À quoi servent-ils? Où est-ce qu'on en retrouve le plus au Kamouraska? Les aboiteaux, on en retrouve pratiquement seulement au Kamouraska. Dans la province de Québec, ils sont en bordure du fleuve. Il y en a une trentaine de kilomètres. Là, dans toutes les municipalités côtières ont des aboiteaux. Ils ont été construits à la base pour améliorer l'agriculture. Ils évitent les grandes marées d'envahir les champs, puis ils permettent aussi de faciliter le drainage là, des terres très basses en bordure du fleuve qui avaient des difficultés à se drainer. Bien, le fait d'avoir les aboiteaux, ça permet de faire sortir l'eau aussi, pas seulement de l'empêcher de rentrer. OK. Et est-ce que c'est un peu le même type de procédure au niveau de la surveillance? On délègue un peu les municipalités pour surveiller leurs aboiteaux ou à ce moment-là, la MRC a un rôle à jouer aussi? Les aboiteaux, c'est pas mal la MRC. On les surveille, on fait des suivis là, sur la structure, là, la digue, à chaque 2 ans. Des fois, à chaque année pour ceux qui sont plus problématiques. Mais les municipalités aussi, il y a quelques municipalités qui demandent à leur inspecteur d'aller vérifier surtout ce qu'on appelle les clapets, où l'eau sort. Là. Parce que des fois, c'est comme une porte en métal, puis des fois, s'il y a juste une branche de prise dedans, bien, ça fait que l'eau de mer rentre dans les terres. Puis ça, bien, ça peut arriver chaque jour. Là. Fait que, c'est pour ça que nous autres aussi, encore une fois, on n'a pas suffisamment de personnes pour aller voir toutes les 30 clapets à chaque jour. Donc, souvent, les municipalités délèguent quelqu'un pour juste aller vérifier ça, là, que ça fonctionne bien. Justement, en terminant, vous parlez de terres agricoles. Quels sont les efforts qui ont été faits pour améliorer la qualité de l'eau? Bien, les producteurs agricoles font beaucoup d'efforts dans les champs, surtout là, au niveau
éviter les zones d'érosion. Là. Des fois, il y avait des champs avec il y a des sillons qui se forment au printemps, puis ça emmène beaucoup de terre dans les cours d'eau. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages hydro-agricoles qui font dans les champs pour essayer de concentrer l'eau à certains endroits, puis qu'elle s'égoutte plus tranquillement vers les cours d'eau. Il y a aussi des efforts qui se font au niveau des bandes riveraines. Ça veut dire laisser un peu de végétation de chaque côté du cours d'eau là, pour protéger la qualité de l'eau. C'est des pratiques qui s'améliorent constamment. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, mais le positif, c'est que ça s'améliore constamment, puis ça peut juste s'améliorer, je pense. Là. Bien là-dessus, Mme Valérie Ladrec, merci. Bien, ça fait plaisir. Les municipalités du Kamouraska ont à cœur la protection de leurs cours d'eau. Pour nous en parler, nous recevons Manon Ouellette, chargée de projet chez Eau-Bakir, volet sensibilisation. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour. Tout d'abord, Mme Ouellette, s'il y a un volet sensibilisation, j'imagine que c'était parce qu'elle était devenue nécessaire à un certain point. C'est-à-dire, dans tous les organismes de bassin versant, il y a toujours un volet sensibilisation. Donc, pour transmettre un peu les données qui sont recueillies, pour les vulgariser auprès du public, ou des cibles ou des élèves. Donc, puis le volet sensibilisation peut s'agrandir pour couvrir toutes les activités. Et on parle de protection, on parle de sensibilisation. Selon vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que la sensibilisation vient avant la protection? On protège, puis après ça, on sensibilise? Je pense que ça va ensemble. Parfois, c'est un avant l'autre. Mais disons que la sensibilisation, c'est bien, c'est nécessaire, mais ça a des limites. Donc, parfois, il faut aller chercher de la réglementation aussi pour compléter. Mais nous, on essaie de faire... on n'est pas un organisme réglementaire, donc beaucoup de sensibilisation. Et justement, selon vous, chez Eau-Bakir, pourquoi devient-il nécessaire de protéger certains de nos cours d'eau? OK, parce qu'avec le temps, avec l'histoire, la foresterie, l'agriculture, le récréotourisme, les cours d'eau ont eu plusieurs impacts des humains. Parfois, souvent, des impacts négatifs. Donc, plus une région est occupée par les activités humaines, plus il y a des dangers d'amener des contaminants dans l'eau. Donc, sensibiliser, ça veut dire rester proche des gens, parler avec les usagers de l'eau, essayer de toujours entretenir une bonne qualité des rivières, etc. Donc, vous dites parler aux gens, rester près des gens, conserver une bonne qualité d'eau des rivières. En pratique, comment on fait ça chez Eau-Bakir? Bon, chez Eau-Bakir, c'est pas nous, en tant que tels, qui puissent... On peut pas conserver une bonne qualité de l'eau toute seule. Travailler de concert avec les usagers de l'eau. Mais on prend les données aussi. Donc, on prend les données de qualité de l'eau, souvent à l'embouchure des rivières, dans la section aval, puis on transmet ces données de qualité de l'eau aux usagers de l'eau. Donc, ça fait un point de départ pour discuter avec eux. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour la rivière Ouelle, vous travaillez de concert avec la municipalité, par exemple? Les municipalités, les pêcheurs de saumon, l'Association de protection du saumon atlantique. On travaille avec les municipalités, oui. On va travailler avec d'autres pêcheurs. On va travailler avec les chercheurs aussi. Des chercheurs universitaires qui peuvent venir sur la rivière Ouelle, prendre des données. Nous, on va les regarder, essayer de les vulgariser à la population. S'il y a des problèmes, même parfois discuter avec le ministère des Transports. Donc, vous couvrez l'ensemble. Donc, vous parlez aux citoyens, vous parlez aussi à certains experts. Donc, c'est tout un travail là, qui est là pour travailler à la protection des cours d'eau. Au niveau des rivières au Kamouraska, on parlait tout à l'heure de la rivière Ouelle. Est-ce qu'il y a d'autres rivières aussi qui nécessitent une protection plus surveillée, par exemple, avec Eau-Bakir? Bien, c'est-à-dire, nous, le territoire sur lequel on travaille, il y a 6 grandes rivières. Puis, ils n'ont pas tous la même qualité de l'eau, ils n'ont pas tous les mêmes activités humaines. Donc, est-ce qu'une est plus importante que l'autre? Il y a une rivière à saumon, bien sûr, vous en avez parlé, la rivière Ouelle. Il y a la rivière du Loup, est peut-être plus urbanisée dans le secteur aval. Rivière Kamouraska, rivière Fouquette sont des endroits, et la rivière du Loup sont des frayères à éperlans. On a des frayères à éperlans, donc il faut surveiller la qualité plus particulièrement parce que l'éperlan est une espèce vulnérable. Donc, chaque rivière a ses caractéristiques. La rivière Saint-Jean, près de la Pocatière, plus en zone agricole,
plus de sédimentation dans l'eau. Donc, on s'adapte à chaque bassin versant, à chaque usager de l'eau. Et à partir de quel moment les gens font appel à Obakir? Pour beaucoup de raisons, entre autres pour avoir des données, souvent. Soit une municipalité veut savoir la qualité de son eau brute, par exemple, avant de la préparer pour la rendre potable. On peut aller prendre des données. Ils veulent savoir si quelqu'un construit un barrage, quel impact ça va avoir sur la qualité de l'eau, sur les bandes riveraines. On vient nous voir pour ça. On peut venir nous voir aussi pour caractériser des zones humides. OK. Ou bien pour sensibiliser les jeunes dans les écoles. Puis, au niveau, je sais qu'il y a eu un plan de conservation de la rivière Ouelle. Quel a été votre rôle à l'intérieur de ce plan-là? Bon, d'abord, prendre quelques données, surtout recueillir les données en question pour concevoir le plan de conservation avec la Société de protection. Et je reviens sur le fait que vous avez mentionné que vous allez parfois dans les écoles sensibiliser les jeunes à la protection des cours d'eau. Qu'est-ce qu'on leur dit justement à la génération qui pousse là, pour les sensibiliser à l'importance de protéger nos cours d'eau? Parce que pour eux, ça peut être de l'eau potable qu'on boit. C'est pas nécessairement l'eau qu'on retrouve dans les rivières, mais ça va ensemble à quelque part. Là. Oui, c'est-à-dire l'eau potable, la majorité de la région ici prend son eau en surface. L'eau brute en surface. Mais dans les écoles, en fait, ce qu'on fait, c'est d'essayer de leur faire aimer leur territoire, de leur faire aimer l'écosystème. L'écosystème en général, la nature en général, les cours d'eau en particulier. Par exemple, avec Chanoine-Beaudin, une fois par année, on va au bord de la rivière Kamouraska. Et puis, on étudie les organismes qui sont au fond de l'eau. On regarde l'écosystème, on parle de la qualité de l'eau. Ensemble, on arrive à des conclusions. On regarde toute la dynamique des impacts humains, l'érosion, etc. Donc, en général, on protège ce qu'on aime. C'est un slogan qu'on aime répéter, mais c'est vrai. Donc, c'est beaucoup expliquer qu'est-ce que c'est l'écosystème puis quel impact on peut avoir, nous, les humains, sur les écosystèmes. Et puis là, vous parlez avec le citoyen général, avec le jeune, avec les gens qui sont directement en contact avec les rivières. Au niveau de la MRC, est-ce qu'il y a un travail aussi qui se fait avec la MRC de Kamouraska? Oui, constamment, on a des partenaires et dans la réflexion et dans l'action. C'est-à-dire, exemple, les plantes envahissantes qui commencent à remplir des zones humides ou les bords de route, les fossés. Donc, avec la MRC, on a créé, au Bakir MRC, on a créé un comité régional. Donc, on a invité beaucoup, on a donné des formations. Donc, on est vraiment main dans la main pour beaucoup de dossiers. Des projets pilotes qui s'en viennent sur les bandes riveraines. Bon, c'est pas toujours le volet sensibilisation. Là. Il y a d'autres secteurs à Obakir. Là, on se partage le travail selon nos compétences. Donc, c'est pas pour rien là, qu'il y a un grand volet important du côté de l'environnement dans les plans de développement des municipalités parce qu'on veut qu'elles considèrent de plus en plus l'environnement dans leurs décisions, de ce qu'on en comprend, en tout cas. Oui. Mais aujourd'hui, c'est comme presque obligatoire. C'est-à-dire, on doit en tenir compte. Là. Ça a évolué, heureusement, là, depuis 30, 20, 10 années. Là. Il y a toujours de la nouvelle réglementation. Puis souvent, les municipalités sont un peu... Bon, parfois, ça va très bien, ils ont les compétences pour, mais parfois, c'est plus compliqué. Donc, avec la MRC, il y a 2 ou 3 ans, on a fait une formation sur le nettoyage des fossés avec des gens qu'on a fait venir de Québec pour les secteurs des travaux publics des municipalités du Kamouraska. C'est un exemple. Donc, la vulgarisation devient vraiment importante parce qu'elles veulent justement faire attention à leur environnement. Et justement, est-ce qu'on a certains exemples qui seraient bons? Là, on a parlé du plan de conservation de la rivière Ouelle. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça concrets qui nous viennent en tête quand on parle de protection des cours d'eau au Kamouraska? Bien, on a depuis 2007, donc ça fait presque 10 ans, on est en contact avec la municipalité de Mont-Carmel, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-l'Allemand pour la protection du lac Saint-Pierre, par exemple. Donc là, tout le monde se partage selon ses compétences les travaux à faire. On peut travailler avec des municipalités aussi pour installer des panneaux, des panneaux de sensibilisation. Donc, comme chez Zone Aventure, par exemple, les panneaux flottants. Par exemple, oui, chez Zone Aventure. Mais Zone Aventure, on était avec la municipalité de Saint-Joseph, Sainte-Hélène, mais beaucoup avec Zone Aventure en tant que telle. Mais ça peut être des panneaux, ça peut être des affiches. On répond à la demande. Bien là-dessus, Mme Manon Ouellette, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci.
Pour témoigner d'un projet concret réalisé sur le territoire pour la protection de l'eau, j'accueille maintenant Mme Marie-Ève Paradis, qui est agente de développement pour la municipalité de Mont-Carmel. Bonjour. Bonjour, Annie. Tout d'abord, Marie-Ève, quel est ce projet qui a été réalisé il y a quelque temps? Oui, bien, dans le fond, juste dès mon entrée en poste, on m'a parlé d'un accès public au lac Saint-Pierre, l'importance de sensibiliser les gens à 2 volets au niveau de la prévention de l'eau, puis aussi au niveau des activités touristiques qu'on peut faire sur le lac. Donc, on parle de l'accès au lac Saint-Pierre. Est-ce qu'on parle de l'accès citoyen? Oui, tout à fait. L'accès citoyen pour des activités, on mise beaucoup sur des embarcations non motorisées, le kayak, le pédalo, pour découvrir le paysage, protéger l'environnement en même temps. Donc, on a un quai, un aire de stationnement. Et un petit peu plus tard, on ira avec l'aire de pique-nique. Donc, il y a 2 aspects, protection et un peu sensibilisation. Oui, tout à fait. Un peu ce qu'on retrouve aussi dans le volet environnement des différents plans de développement dont on parle aujourd'hui à l'émission. Maintenant, ma prochaine question serait, d'où est venue l'idée de ce projet-là? Est-ce qu'il y avait un besoin en particulier? Oui, tout à fait. Il y a un besoin de la part des citoyens de Mont-Carmel, mais vraiment dans l'ensemble du Kamouraska, de venir rajouter au volet touriste des activités dans le courant de la saison estivale. Mais il y a aussi un besoin qui est parti il y a plusieurs années au niveau vraiment de la sensibilisation puis de la prévention au niveau de la qualité de l'eau. Les 4 municipalités et la MRC, donc ces 3 municipalités ensemble, ce qui est Saint-Pacôme, Saint-Gabriel, Mont-Carmel, à l'initiative de Mont-Carmel, s'est joint avec Obakir pour vraiment sensibiliser les gens, créer un plan d'action pour mettre en place des choses pour aménager ce territoire-là et vraiment favoriser qu'on puisse garder notre lac longtemps. L'Association des résidents, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec ça, puis c'est un acteur majeur dans ce projet-là. Donc, parce qu'au départ, il y avait en quelque sorte des problèmes pour la qualité de l'eau à venir, j'imagine. C'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. Oui, tout à fait. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on a eu un son de cloche du ministère qui avait des problèmes au niveau de la qualité de l'eau. L'Association des résidents a toujours été de façon préventive pour parler aux résidents qui sont là, aux utilisateurs du lac, pour les sensibiliser aux actions qu'ils avaient à entreprendre. Mais vraiment, là, on a fait un tour du chapeau en invitant les municipalités autour, la MRC et Obakir, à se joindre ensemble pour travailler à un projet commun. Vous parlez de travail de concertation. Quelle a été la première étape de tout ce dépôt de projet-là? Parce qu'on imagine que ça ne s'est pas fait en un jour. Non, puis c'est ce qu'on me disait, là, ça date de bien des années avant mon arrivée en poste, là, mais c'était vraiment au niveau de la prévention, s'assurer que la qualité de l'eau qui se rendait dans le lac, sensibiliser autant les résidents que les pratiques agricoles, les pratiques forestières aux alentours, pour mettre tout le monde ensemble sur le même pied d'égalité avec les mêmes informations, pour vraiment s'assurer de concert ensemble, on vienne traiter l'eau d'une bonne manière. Donc, le processus par lequel vous avez cheminé à partir du moment où vous êtes entré en poste, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait, en fait? Moi, j'ai vraiment travaillé sur l'aspect plus touriste. On devait venir répondre à un besoin des gens qui veulent avoir accès à leur lac, parce que le lac Saint-Pierre fait partie des 2 lacs qu'on a accès à Mont-Carmel et c'est un beau joyau qu'on a dans la municipalité. Donc, j'ai travaillé plus l'aspect touristique, l'aménagement d'un stationnement. Étant donné qu'on n'a plus de commerce à proximité, on a maintenant un stationnement. Il va y avoir une toilette à compost, des aires de pique-nique et un quai pour les gens qui veulent débarquer leurs embarcations. C'est ce qui est important, vraiment que ce soit aménagé de façon sécuritaire pour que les gens puissent bénéficier et faire des activités tout au long de la saison estivale qui se poursuit encore dernièrement. Donc, vous parlez d'un quai, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas nécessairement un adapté ou pas du tout avant? Non, il n'y en avait pas. Il y avait une zone de débarcadère que les associations des résidents géraient ensemble. Maintenant, de concert avec la municipalité, il y a eu l'installation d'un quai. Donc, ça se côtoie, cette zone de débarcadère-là pour les résidents et un quai pour le grand public qui peut l'utiliser de façon sécuritaire. Donc, c'est tout un travail quand même qui a été, un long processus quand même, mais qui a été fait là, par notamment les gens que vous avez nommés, l'association aussi des riverains. Tout à fait. Maintenant, vous parlez aussi d'air, vous avez parlé de stationnement, vous avez parlé de table à pique-nique, de débarcadère. Donc, il y a aussi une portion embellissement que vous aviez aussi dans le projet. Oui, parce que le lac Saint-Pierre est situé à la fin du sentier culturel. Donc, on invite les gens à rester, s'y prélasser. C'est vraiment de jumeler ensemble les activités qui sont offertes sur le territoire. Fait qu'en aménagement, un aire de stationnement où les gens peuvent pique-niquer, peuvent rester. On inclut les familles, les aînés, les amateurs de sport. Fait que tout le monde ensemble est regroupé. C'est vraiment l'importance de venir voir notre milieu. Donc, ça touche tous ces gens-là, notamment au niveau tourisme, comme vous l'avez mentionné, mais aussi des riverains. Il y a quand même plusieurs résidences là, autour là, qui peuvent en bénéficier. Oui, il y a plus qu'une trentaine de résidences. Puis plus ça va, plus les gens sont là de façon permanente. Donc, encore là, ils ont besoin d'installation pour pratiquer leur sport. Ils n'ont pas choisi ce milieu-là pour rien. Donc, on est là, tout le monde ensemble, pour travailler, pour garder notre lac vivant.
Et maintenant, au niveau plus, je vous dirais peut-être au niveau plus personnel, qu'est-ce qu'on apprend d'un tel projet quand on monte un projet là, de cette envergure-là avec les citoyens, main dans la main? Là? Oui, tout à fait, vous l'avez dit, c'est de travailler main dans la main avec les citoyens. C'est vraiment prendre le temps de connaître l'histoire de ce lac-là. C'est partie intégrante de la municipalité, fait que c'est de le faire valoir, laisser les gens en discuter puis se l'approprier, vraiment tout le monde ensemble. Fait que c'est un beau travail de collaboration qui a été fait, puis je pense que c'est la clé du succès. Et au niveau de la qualité de l'eau, est-ce qu'on voit déjà certaines améliorations qu'on pense qui vont être sorties de ce projet-là? Oui, tout à fait. Bien, les dernières actions à poser sont cette année. Donc, on vient de clore le plan d'action qui avait été mis en branle. Donc, oui, il y a des nettes améliorations qui ont été portées. Et les actions qui seront posées cette année, est-ce qu'on parle de 2016-2017 ou plus au niveau de 2017, étant donné que la saison estivale est presque terminée, en fait? D'après ce que j'en sais, c'est vraiment cette année où on venait clore dans les actions qui avaient été entreprises, donc en 2016. Donc, on vient encore une fois augmenter l'accès à ce lac-là. Oui, tout à fait. Donc, on voit que dans le projet, Mont-Carmel notamment a considéré l'environnement dans sa prise de décision. Maintenant, au niveau économique, est-ce qu'on prévoit certaines, pas d'économies, mais certains bénéfices? Oui, tout à fait. Dans le fond, en aménageant cette aire-là, en invitant les gens à se l'approprier, le grand public, autant les amateurs de plein air que les petites familles qui veulent venir en bénéficier, c'est vraiment des retombées économiques qu'on souhaite voir pour Mont-Carmel. Bien là-dessus, Mme Marie-Ève Paradis, agente de développement pour Mont-Carmel, merci beaucoup de votre temps. Merci. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730.